Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. L'Afrique n'est pas le champ d'expérimentation des armes étrangères. L'Algérie est africaine et l'Afrique, c'est l'avenir. Abdelmadjid Tebboune a officiellement inauguré ce matin la 4e foire commerciale intra-africaine avec ces mots puissants. Le président de la République a dans son allocution martelé la volonté d'Alger de puiser son développement et de contribuer à l'essor du continent dans et envers sa profondeur africaine. Le chef de l'État a ainsi égrené les projets structurants d'envergure africaine et continentale que l'Algérie a mis en branle, tels que la route transsaharienne, le gazoduc Algérie-Nigeria, les transrails allant jusqu'au Mali et au Niger, les lignes maritimes et aériennes, soulignant d'ailleurs qu'un Algérien ne devrait plus traverser les capitales européennes pour se déplacer en Afrique. 5 zones franches pour le commerce et le déploiement aussi de la dorsale transsaharienne en fibre optique qui reliera 6 pays de la région. La foire commerciale intra-africaine, Alger est l'hôte de cette 4e édition de l'IATF. Des moyens exceptionnels ont été mobilisés, vous le savez, pour sa réussite, car l'ambition est elle aussi très grande, celle de clôturer cette foire avec la signature d'importants contrats commerciaux et d'investissements qui dépasseraient les 44 milliards de dollars. Depuis hier, les chefs d'État et délégations officielles hôtes de l'Algérie se succèdent à l'aéroport international d'Alger. Retour sur cette journée d'ouverture de l'IATF avec nos consultants. Et notre invité ce soir, c'est Monsieur Idil Sassi, expert de la régulation financière et bancaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, un plaisir. Bonsoir. Merci beaucoup. Avec nous également, Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Sami Kaidi, bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, retour à Monsieur Sassi sur cette allocution du président de la République. Il y a d'abord ce contexte international dangereux, comme le dit d'ailleurs le président de la République, contexte qui menace l'ordre et les relations internationales. Il menace aussi de détruire les institutions politiques et économiques telles elles ont été conçues, les institutions du monde. L'Afrique pourrait être l'une des principales victimes de ce contexte, sans oublier sa marginalisation structurelle dans l'architecture de ce nouvel ordre mondial. Que doit faire l'Afrique aujourd'hui justement pour se libérer de tout cela? C'est d'abord la prise de conscience que je salue parce que c'est très pertinent comme analyse. Il y a le multilatéralisme qui est remis en cause un petit peu. Les institutions de commerce et d'économie et beaucoup d'autres sont un peu, comme on dit en franglais, challengées, donc à l'international, défiées. Donc c'est un constat pertinent et d'abord cette prise de conscience, donc de le dire, et les Africains doivent prendre conscience de cette urgence d'agir et cette urgence pour ne pas devenir une voie qui n'existe pas. Les Africains, dans tous les cas, le continent africain est un continent de richesse. Soit c'est les Africains qui vont être des acteurs dans leur environnement pour le développement, soit nous allons rentrer dans une période de domination sous une autre forme, peut-être. Donc, c'est une prise de conscience. Et dans la forme, aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié quelque chose, ça m'a personnellement interpellé. J'ai vu le président de la République en train de modérer, donc d'animer. C'est vrai que c'est pas commun. Exactement. C'est une première d'ailleurs. Exactement. Et j'ai vu des chefs africains se parler entre eux. Oui. Donc il y avait un modérateur et chaque président présentait les opportunités, les défis de son pays. On va y revenir. C'est un pas de géant. Il faut se parler entre Africains, se comprendre. Aujourd'hui, l'Algérie, comprendre c'est quoi les priorités des Africains. Les Africains, ils doivent aussi voir qu'est-ce que l'Algérie, pays locomotive historiquement, qu'est-ce qu'elle peut offrir. Donc c'est des occasions qu'il faut démultiplier à mon avis. Ce contexte dangereux, oui, mais moi je suis un optimiste, donc c'est aussi des opportunités qui se présentent pour l'Afrique. Ouais. Mohamed Achir, l'Afrique absente donc de la décision économique parce qu'elle est invisibilisée volontairement dans les grandes institutions économiques, commerciales et financières du monde, alors que toutes ces institutions, ces mêmes institutions, produisent chaque année des piles de rapports sur les tendances économiques en Afrique.
Comment expliquer cette contradiction? C'est qu'il y a un intérêt envers l'Afrique, mais il y a cette marginalisation systématique et systémique même. Effectivement, d'ailleurs, certains économistes disent que l'Afrique a raté en quelque sorte les bienfaits de la mondialisation. C'est-à-dire, certes, il est dans le système monde de la mondialisation, mais tout en restant à ses marges. Autrement dit, l'Afrique n'a pas profité de la mondialisation, de libre-échange et surtout des 3 dernières décennies. Contrairement à d'autres régions dans le monde, que ce soit l'Amérique latine ou surtout l'Asie du Sud-Est, par exemple, qui a suffisamment profité de la mondialisation. Par contre, l'Afrique, elle a subi toujours la marginalisation. Oui. L'Afrique, il a été bien souligné par le président de la République dans son discours. Par exemple, il y a structurellement une injustice subie, c'est-à-dire à l'égard de l'Afrique, si on prend le droit de vote, il parle de droit de vote au niveau des institutions financières internationales comme le FMI, donc 6% de droit de vote. 6,5%. Voilà, la Banque mondiale 11%. 11%. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire malgré que, c'est-à-dire normalement avec la population africaine, 1,4 milliard d'habitants et aussi un territoire immense et des injustices aussi qu'elle a subies lors des colonisations. Plusieurs colonisations, et même si on remonte dans c'est-à-dire l'histoire, l'esclavage, etc. Mais elle demeure toujours marginalisée par le système économique et financier international. Et là, justement, quand le président a posé rapidement ce diagnostic, et aussi par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, un monde mouvant qui présente des risques majeurs, et dont il souligne que l'Afrique, s'il ne prend pas conscience de la nécessité de se regrouper, de se renforcer, de consolider son intégration, il risque de subir encore les conséquences. Oui, mais alors, prendre conscience, c'est une chose, et on l'a vu, d'ailleurs, vous l'avez dit, M. Sessi, avec ce panel de présidents et de chefs de gouvernement, de premiers ministres qui sont venus, pour certains, parler des défis auxquels l'Afrique est confrontée, pour d'autres dépeindre un petit peu l'état de l'économie de leurs pays respectifs. Mais prendre conscience, oui, mais comment aujourd'hui se défaire, Monsieur Kaoubi, si vous avez une réponse à ça, comment se défaire de ce système, même s'il y a des mutations qui s'opèrent aujourd'hui, on le voit un peu dans certaines régions du monde, mais Monsieur Hachel l'a dit, 6,5% de droits de vote dans le Fonds monétaire international, 11% au niveau de la Banque mondiale, et la part de l'Afrique dans le commerce international n'est que de 3%, a relevé le président de la République. Alors il paraît impossible aujourd'hui, pourtant ça doit l'être, ça doit être possible justement d'inverser ces tendances. Possible, oui. Donc le constat est pertinent. Donc il y a un déséquilibre et puis il y a une injustice entre des potentialités énormes, 30% des richesses mondiales et uniquement 3% de poids en matière de transactions internationales. Maintenant, comment changer la donne? Il faut dire que le constat, cette injustice n'est pas née hier. Donc depuis l'accès à l'indépendance des pays africains, cette situation... C'est un ordre mondial, hein, bien sûr, il est conçu comme ça. L'ancien ordre et le nouvel ordre qui est en train de se composer actuellement est une opportunité pour éventuellement essayer de reposer la question. Parce que l'ancien ordre a été tissé par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme c'est la doctrine libérale qui a gagné, donc le socle a été construit sur un rapport de domination. Il faut rappeler que la doctrine libérale est assise sur une logique de domination. Les choses se sont compliquées par un néolibéralisme qui a consacré la prédominance des marchés et qui a exclu carrément cette question de justice en matière de répartition. La chose est là. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Est-ce que l'Afrique n'a pas des leviers de pression? Justement. Maintenant, on a dénoncé depuis une quarantaine d'années cet ordre. En vain.
l'Algérie a milité, ainsi que beaucoup d'autres pays en voie de développement, pour un nouvel ordre plus juste et un rééquilibrage en matière de relations entre le Nord et le Sud. Ceci dit, cela prouve que les méthodes anciennement utilisées n'ont pas porté leurs fruits, qu'il faudra puiser dans un autre paradigme pour changer, celui du travail, celui de l'amélioration de la gouvernance, celui de la stabilité et celui du pragmatisme en matière de rapport avec le monde occidental. M. Achir parlait de l'exclusion de l'Afrique des bienfaits de l'ancien ordre ou de l'actuel ordre mondial, mais par contre, il y a d'autres régions qui étaient colonisées, qui ont pu quand même bénéficier des bienfaits de l'ordre. Peut-être qu'elles n'ont pas subi aussi ce néocolonialisme comme l'Afrique. Hein. Il y a encore se remettre en cause. Ça, c'est quelque chose de très important. Et être opportuniste, rejeter, revendiquer uniquement n'est pas la solution idéale. À côté, il faut faire avec. Il faut faire avec, faire son mea culpa. Et c'est une occasion, durant cette manifestation, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. L'instabilité dans les pays africains est une cause importante dont l'Afrique, le problème de gouvernance... Instabilité, M. Kaoubi, due très souvent à des ingérences et le problème, il faut des conflits importés aussi en Afrique. Mais s'émanciper, c'est justement relever le défi et se dire qu'on est capable de nous détacher de ces tiraillements. C'est important. Donc il faut chercher d'autres moyens. En plus de la revendication, il faut toujours dénoncer l'ordre injuste. Mais à côté, il faut travailler. On va revenir avec Samy encore une fois sur ce sujet, puisqu'on va écouter un premier extrait de l'allocution du président de la République qui a justement parlé de l'Afrique qui doit trouver, selon lui, sa place dans l'économie mondiale. إن لقاءنا اليوم ليس مجرد تظاهرة اقتصادية بل هو تجسيد لوعي جماعي يحدونا جميعا نحو بناء قارة متكاملة، قارة قوية الإرادة وقارة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. همنا اليوم اقتصادي بامتياز، وهو هم مصيري يستوقفنا جميعا لنطرح السؤال الجوهري: أين تقف إفريقيا اليوم من الاقتصاد العالمي بأسره؟ Alors, Samy Kaidi, je vais vous demander une réaction sur cet extrait particulièrement, puisqu'on parle justement de la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Où se trouve justement aujourd'hui l'Afrique? D'ailleurs, les propos du président de la République, Abdelmajid Tebboune, sont très, je veux dire, pragmatiques et il parle d'un fait existentiel pour le continent, et il appelle à la proactivité, c'est-à-dire à redoubler d'efforts, notamment sur le plan économique, pour s'assurer cette place, car personne ne donnera au continent la place. C'est aux Africains d'arracher finalement leur place, et c'est ce que les Africains font aujourd'hui à Alger. L'Algérie répond encore une fois à l'appel de l'histoire en organisant cette 4e édition de l'IATF. Et ce qui est extrêmement intéressant, ça a fait un écho à ce qui s'est passé aussi durant les années 70, avec cet appel à un nouvel ordre économique international beaucoup plus juste, avec une répartition équitable des richesses de cette planète, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. L'Afrique a un potentiel immense. Permettez-moi de rappeler certains chiffres qui sont assez éloquents, si je puis dire. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants et un potentiel économique, c'est-à-dire du marché économique africain, de plus de 3500 milliards de dollars. Donc il y a des opportunités immenses, et c'est ce qui se déroule
aujourd'hui à Alger durant une semaine, c'est-à-dire du 4 au 10 septembre prochain, avec cette IATF, donc cette foire du commerce intra-africain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 35 000 visiteurs professionnels qui sont attendus, 2500 exposants et également de nombreux accords en B2B. C'est-à-dire... S'il y a justement autant cette participation aussi importante, c'est qu'il y a un intérêt pour le marché africain. Non seulement un intérêt l'investissement aussi. Et une appétence pour ce marché-là qui est aujourd'hui un débouché incontestable dans un monde de plus en plus en crise, notamment sur le plan économique et qui a des problèmes de débouchés. Et on voit qu'il y a de plus en plus aussi cette logique de bloc qui se forme, c'est-à-dire qu'au même moment où l'Algérie accueille cette foire africaine et internationale en réalité, car il y a beaucoup plus, il n'y a pas que des pays africains, 140 pays sont attendus dans cette 4e édition. Au même moment, on voit que la Chine rassemble autour d'elle dans le cadre de la conférence de Shanghai. Donc cette logique de bloc est de plus en plus prégnante et l'Algérie, fidèle finalement, mue par ses principes profondément panafricains et encore une fois au rendez-vous en rassemblant le continent sur des projets structurants assez pertinents, c'est-à-dire que l'Algérie ne se contente pas de discours, elle agit avec des faits. Et on va en parler justement avec les projets à dimension africaine. Même au-delà de ces projets, c'est même aussi avec la formation. Lors de son discours, le président de la République a été très clair. Il a rappelé que chaque année, l'Algérie octroyait des bourses au profit de 8000 étudiants africains. Qu'elle formait plus de 65 000 cadres africains depuis son indépendance. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même... On va un petit peu avancer sur l'investissement justement, puisque Samy, vous rappelez justement le potentiel donc, de l'Afrique dans divers secteurs. Mais l'Afrique qui ne capte finalement que 6% de l'investissement mondial avec 94 milliards de dollars, c'est très faible, c'est même la part la plus faible, la part mondiale la plus faible, alors qu'elle détient 30% des ressources naturelles et qui sont donc requis et nécessaires notamment aux industries lourdes. Pourquoi, encore une fois, cette contradiction alors qu'on parle tout le temps de ce potentiel africain et de l'intérêt grandissant, notamment des grandes puissances, en direction de l'Afrique, mais ça ne marche pas, ça n'avance pas. Alors oui, c'est un constat, certes. Mais je pense que les tendances bougent. Alors, en fait, moi, personnellement, je disais que cet événement servirait aussi à nous, Algériens, de comprendre l'on est où, l'Afrique, et puis quelles sont les attentes, les priorités des Africains. Donc, sur ce point précis, d'abord, l'Afrique, c'est un grand marché. Alors, je parle marché, ça peut peut-être gêner certains, mais c'est comme ça, c'est le capitalisme. Bon. Donc, c'est une foire de commerce, d'accord, et d'échange. Donc nous sommes à une étape première qui est le marché. D'accord, c'est l'échange, c'est le commerce. Je vends, j'exporte, j'essaie de trouver des compromis pour les barrières, etc., les tarifs. La prochaine étape, c'est l'investissement. Donc c'est une étape qui va venir. Cette étape, elle a des conditions. D'abord, quand on fait du commerce, on va harmoniser nos policies, nos règles, voilà. Et donc, on va fluidifier, on va créer un peu de logistique, on va faire en sorte d'intégrer plus. Et puis, l'autre étape, c'est que l'Union africaine a créé une agence de notation. Donc, il va venir me dire que, attention, le risque dit par telle ou telle agence est un peu exagéré, c'est plutôt raisonnablement acceptable. Il y a aussi donc, les acteurs économiques, parce que l'intégration économique c'est le temps long, ça veut dire il faut du temps. Donc, l'acteur Afreximbank qui fait un travail extraordinaire. C'est l'organisateur. Hein, exactement, qui permet donc c'est des acteurs privés, publics, entre parenthèses, privés, qui font avancer, parce qu'en mettant en place des financements ou bien des occasions de commerce, on influence aussi la réglementation, donc on va provoquer une harmonisation. Donc, quand on unifie nos voies, on met en place des règles lisibles pour les investisseurs, on met en place des agences de notation. Bon, c'est un petit peu le travail de la ZLECAf. La ZLECAf aussi, c'est à unifier un peu les réglementations commerciales. C'est un maillon en plus. Et donc, ça nous permet
autant qu'Africains, d'être visibles dans les plateformes de l'investissement. C'est comme ça. Donc ça prendra du temps, c'est ce que vous voulez dire. Ça a commencé. Parce que moi, quand j'entends un discours qui consiste à nous, Africains, de penser que oui, le système international est injuste, mais il ne faut pas nous exclure, nous auto-censurer dans ce système. Est-ce que demain, on peut provoquer un cataclysme et changer le monde? Pourquoi pas, peut-être, mais je ne pense pas. D'accord? Donc, il y a des mécanismes qui sont là, ils sont bien, ils ne sont pas bien. On peut avoir nos avis qui divergent. Mais je pense qu'il ne faut pas nous exclure des flux, il faut au contraire aller chercher mais ces flux. Cette foire a justement pour ambition d'aller chercher les marchés je dis ça parce que des fois nous avons une histoire, donc les idées des années 70 qui vont venir, le système mondial est injuste et on va essayer de faire tomber le système. Je l'ai entendu tout à l'heure, vous avez repris que ce système qui ne tombe pas. Donc je ne crois pas que nous avons l'ambition... En tout cas, le droit international est en train de s'effondrer, par exemple. C'est un ordre mondial qui s'effondre déjà. Les Africains, leur intérêt maintenant, c'est d'être visibles et lisibles. Et c'est la stratégie de l'Union africaine. Et j'ai même de l'Algérie. Donc, unifions nos voix. Allons chercher ces investisseurs, rassurons-les, nous ne sommes pas des radicaux qui voulons casser le système, donc nous voulons de l'investissement, de la coopération. Aujourd'hui, on parle d'opportunités d'affaires, de commerce et d'échange. Deuxième étape, c'est investissement. Et cette deuxième étape, c'est cette 4e édition à Alger, qui va très certainement concrétiser des investissements. Et donc, jouons le jeu. Il ne faut pas nous penser, bien sûr, défendons nos principes, mais il ne faut pas rester en marge du développement. Alors, justement, c'est un peu comme, je le répète encore une fois, c'est un peu l'ambition de ce type de rencontre qu'abrite aujourd'hui Alger. Mais si on devait parler de commerce intra-africain qui ne représente aujourd'hui que 15% du commerce donc, entre les pays africains, alors qu'il représente plus de 60% au sein de l'Union européenne, est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement commencer par là, avant de parler d'un système africain, de blocs régionaux, d'intégration africaine, etc., d'économie africaine? Il aurait peut-être fallu déjà commencer par là, et c'est un peu le travail de la SDECAF aussi, gommer un petit peu les différences et les réglementations qui gênent, les réglementations tarifaires qui gênent justement. Oui, tout à fait. L'Union européenne, avant c'était la Commission économique européenne, elle a commencé par le libre-échange, l'harmonisation et la mise en place des règles européennes sectorielles et l'intégration, ensuite l'intégration financière et monétaire, et puis par exemple si on cite l'Union européenne, mais le cadre de l'ASEAN aussi c'est la même chose. Donc il faut toujours commencer par déverrouiller un peu les barrières, que ce soit douanières ou bien non tarifaires, et construire des normes africaines. Parce que on dit dans l'économie que celui qui détient les normes détient les marchés. Donc il faut mettre en place maintenant les normes africaines. Et il a parlé tout à l'heure, Cécile, de l'agence de notation africaine. Il a un enjeu majeur aussi, parce que ça donne des normes aussi de notation africaines pour ne pas exclure les économies africaines des financements, des fonds d'investissement internationaux, des banques internationales ou même des banques régionales africaines. Et c'est d'ailleurs le talon d'Achille un peu de l'économie africaine, c'est les financements. Mais bien sûr, oui, c'est très important parce qu'il y a un potentiel énorme d'investissement en Afrique. Et, on peut dire qu'il y a tout à faire en Afrique en matière d'investissement dans tous les secteurs, que ce soit les mines, l'énergie, l'industrie, surtout l'industrie. L'Afrique est très, très en retard en matière d'industrialisation. Donc, en matière d'intégration, il y a pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la prise de conscience collective, même le président de la République, il a parlé de la prise de conscience collective, parce que cette prise de conscience collective, elle est posée dans une problématique bien déterminée, c'est que les pays africains ne peuvent pas réussir seuls leur croissance économique ou leur développement, ils doivent travailler ensemble. Et les régions, on parle de l'ASEAN par exemple, il y avait une solidarité dans les pays de l'ASEAN. Depuis le début des années 60, il y a eu un travail
qui a été fait pour permettre à tous les pays de remonter progressivement leur propre filière industrielle. Mais ça reprend là aussi, il y a une nouvelle dynamique au niveau de la DH. Exactement. Après l'Afrique maintenant, l'Afrique est très en retard en matière d'intégration parce que c'est vrai qu'on a commencé par mettre des symboles comme ça, des symboles d'intégration. On a toutes les commissions au niveau de l'Union africaine, on a une banque africaine de développement, on a pratiquement toutes les commissions, les institutions nécessaires, même des mécanismes nécessaires pour une intégration. Mais le problème se pose en matière d'activation de ces mécanismes sur le terrain, c'est-à-dire comment réellement ramener les 55 pays africains à adopter des règles, par exemple, d'origine des produits. Parce que c'est très important pour permettre... mais est-ce que ce n'est pas un peu des barrières aussi pour empêcher justement c'est un enjeu, les produits africains? Parce que c'est l'un des problèmes qui est posé actuellement au niveau de la ZLECAf. C'est vrai, dans la ZLECAf, bien sûr, le secrétaire général a fixé un calendrier et il a épargné même les pays faibles par rapport au démantèlement, donc 5 ans jusqu'à 10 ans pour certains pays. Mais les pays qui sont engagés, comme l'Algérie, il y a 23 pays actuellement qui sont dans le mécanisme guidé. Donc ils vont commencer à faire le démantèlement tarifaire de certaines filières. Il n'y a pas de souci, mais le problème aussi, on ne peut pas faire de l'emballage des produits puis les vendre dans une zone de libre-échange africain. Il faut un minimum de taux d'intégration, par exemple, 35-40%. Mais pour cela, il faut des normes africaines, il faut des mécanismes de contrôle africains. Donc il y a un travail institutionnel. Oui, c'est l'un des verrous aussi. Donc il faut un travail important en la matière pour permettre justement d'harmoniser. Et c'est ça qui va aussi créer la confiance entre les pays africains. Parce que entre les entreprises, les différentes institutions, que ce soit financières, d'assurance, etc., il y a nécessité d'avoir cette confiance. C'est-à-dire une confiance de travailler ensemble et de commercer ensemble. Mais il y a beaucoup de pays qui commercent déjà ensemble et qui ouvrent des voies et des routes commerciales. Oui, non, la ZLECAf a fait une étude, ça fait pas très longtemps, sur le commerce informel transfrontalier africain. Il est très très important. Donc oui, c'est un commerce, mais il est informel. Et maintenant, ils pensent comment trouver un mécanisme, par exemple, pour le rendre, l'intégrer, pour institutionnaliser ce commerce informel transfrontalier africain. L'Afrique, il est parce qu'on appelle un peu le troc, non? Oui, il y a beaucoup de troc. Et puis l'Afrique est connue par l'informel. Donc il y a tout un travail d'ordre structurel dans les économies africaines. On va écouter un deuxième extrait de l'allocution du président de la République qui revient sur les projets structurants en Afrique. لا ننكر أننا أحرزنا إنجازات معتبرة خلال العقدين الماضيين من أبرزها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والانضمام التجاري للاتحاد الإفريقي إلى مجموعة ال20 وكذا ربط علاقات شراكة مع أكبر القوى والمنظمات الاقتصادية في العالم غير أن الطريق لا يزال طويلا أمامنا لتصحيح المظالم التاريخية في حق إفريقيا ولافتكاك المكانة التي تليق بها في الاقتصاد العالمي. La République dit que voilà, finalement l'Afrique va devoir arracher effectivement sa place dans l'économie et le système mondial. Il a parlé de grands projets auxquels notamment l'Algérie a mis en branle. Et ce qu'on retient de cette allocution, c'est cette ferme volonté d'Alger aujourd'hui de se tourner vers sa profondeur africaine, avec, comme je les ai rappelés au départ, tous ces projets d'envergure africaine. On a cité donc la route transsaharienne, la dorsale donc à fibre optique, etc. Il y a donc 5 zones franches. Il y a énormément de projets que l'Algérie a elle-même mis en œuvre. On peut dire qu'Alger a fait sa part en Afrique? Oui, sincèrement, oui. Ça on ne le répétera jamais assez.
cette dimension africaine, cette profondeur africaine a toujours été inscrite dans l'ADN de l'Algérie, en tous les cas. Et le coût, si on prend uniquement, je vais être un petit peu le financier froid, si on prend en considération les infrastructures qu'on a réalisées, transsahariennes, fibre optique, on va dire les ondes franches, les rails, tout cela a un coût énorme. En termes d'affectation, si on est froid, on a l'obligation de penser à un retour sur investissement. On a investi énormément et le retour, on n'arrive pas à le toucher concrètement. Ceci prouve que le calcul n'a pas été purement économique. C'était ce rôle de locomotive, ce rôle d'éléments qui essayaient de déclencher un processus d'intégration. Certains de ces projets sont encore au stade de projet, donc pour le retour sur investissement, il faut attendre quelques... On va prendre la transsaharienne. C'est un projet des années qui a été lancé dans les années 60. Oui. Et qui, faute de, on parlait tout à l'heure de stabilité, de vision, qui doit exister dans toute la chaîne des pays qui sont concernés par tout cela. L'Algérie a joué son rôle, a financé, a réalisé, et malheureusement, ça n'a pas été le cas d'autres pays qui ont été la proie d'instabilité, etc., ce qui, in fine, déstabilise les logiques. Si on veut parler d'intégration, on a besoin de continuité, on a besoin de stratégie. Et il faut toucher les vrais problèmes qui empêchent l'Afrique de s'émanciper. Donc, il ne suffit pas d'avoir des infrastructures pour qu'il y ait de l'intégration. Il ne suffit pas de décréter une zone franche pour qu'il y ait de l'intégration. Il ne suffit pas d'avoir un marché commun pour parler d'émancipation et de développement. Il est important à ce qu'au niveau de chaque État soient créées les conditions d'intégration. Parce que le niveau de 15%, soit 270 milliards de dollars dans le meilleur des cas, ceci reflète toute la nature de l'économie africaine. Une économie construite sur l'exploitation des matières premières, derrière l'investissement étranger. M. Sassi parlait de disposition des fonds, des entreprises d'investir. Mais l'investissement, dans les mines, les investissements sont présents. Dans les ports, qui servent de moyen d'exportation de matières premières et d'importation de produits finis, il y a des investissements. Maintenant, il faut construire les conditions d'intégration, créer des effets d'éviction pour le développement, pour l'intégration au niveau des pays africains. Maintenant, quand il y a de la production, de la création de la valeur ajoutée, la conséquence naturelle, c'est que le niveau des échanges augmente aussi bien en volume qu'en montant. Et c'est ces problèmes auxquels il faudra s'attaquer. Faire le point sur l'ancienne vision, dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas encore marché, et puis actualiser la feuille de route. Et puis, il faut le dire aussi, on a tendance à prendre l'Afrique comme un bloc homogène en matière de développement. Oui. Ce n'est pas le cas. Il y a des distorsions et des différences importantes. Un peu comme l'exemple européen, monsieur. Mais l'exemple européen, il y avait des distorsions. Madame Bacha, oui. les logiques de construction de l'Union européenne, comme de la sienne, c'est des logiques de construction par le bas. L'Union européenne a commencé par 3 pays. C'est l'union du fer et de l'acier, entre l'Italie et le charbon et la France. Et après, on a construit sur des logiques par le bas de création qui ont consacré une économie de marché. Donc il y a une homogénéité en matière de vision, une stabilité et une logique basée sur la complémentarité en matière d'investissement. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. La même chose, on va la retrouver dans le sud asiatique. Les conditions de développement et d'intégration ont été créées préalablement. Cette zone s'est mise dans une situation de subordination de façade pour capter l'investissement des pays occidentaux. Donc, Shanghai, on peut prendre les différents pays de cette zone. Donc, pendant 40 ans, pendant 30 ans,
un processus d'apprentissage et où des distorsions et des injustices étaient constatées. Mais les visions étaient telles que ces pays ont différé le bénéfice immédiat et au profit de l'apprentissage, de l'intégration, pour avoir les moyens de rééquilibrer les choses. Parce que revendiquer, c'est bien, mais avoir les moyens de changer le système, c'est important. Certains de ces pays, M. Kaoubi, connaissent certes un essor économique, mais sur fond de beaucoup d'injustice sociale et parfois de misère. Hein, mais le problème... Parce qu'ils ont consenti certains sacrifices. Un exemple, il faut le dire aussi. L'Union européenne, en 90, a pointé la Chine comme un pays où il y avait de l'exploitation des travailleurs. Vous savez quelle a été la réponse du président chinois de l'époque? C'était celle de dire qu'entre être exploité et ne pas avoir du travail du tout, je préfère être exploité. Et c'est cette logique du gagnant à long terme. Le rapport avec le temps est très important en matière de construction de stratégie et de logique d'émancipation. Donc aller vers des choix durs. Bien sûr. Maintenant, l'intégration. Le cacao en Côte d'Ivoire, il est transformé ailleurs parce que tout simplement les conditions de transformation et d'intégration n'existent pas en Côte d'Ivoire. Et puis ils n'existent pas aussi dans les pays mitoyens parce que les infrastructures manquent, les usines manquent, la main-d'œuvre manque. Et puis donc voilà le constat froid. Au-delà du sentiment d'injustice. L'Afrique, le sentiment d'injustice a été de la colonisation, de la ségrégation, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est exclue. Ça, c'est l'état de fait. Maintenant, comment changer les choses? C'est de créer les conditions de création de richesse. Et ça s'appelle de la stabilité politique, de la vision à moyen terme, et l'excellence, les conditions de marché, la concurrence, la compétitivité. À partir de là, Cécile le disait, à juste titre d'ailleurs, il y a un monde avec lequel on doit apprendre avec beaucoup d'opportunisme. On est là, non pas pour juger uniquement ce monde, mais pour s'adapter aux conditions de travail. Et la valeur ajoutée de l'Afrique, c'est d'essayer, dans des conditions aussi difficiles que celles qu'on est en train de vivre, de s'émanciper et de créer. Mais l'Afrique pourrait aussi imposer ses propres règles. Hein, Il faut avoir les moyens. Oui, mais s'il y avait déjà un commerce intra-africain, s'il y avait des blocs régionaux intégrés, je parle de conditionnel. Je vous donne un exemple. En passant par l'Europe, le temps est 4 fois, 5 fois plus rapide que de passer directement entre des pays africains. Parce que tout simplement, la logistique, les moyens n'existent pas. Et c'est ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Et maintenant, mettre en place l'infrastructure, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de moyens financiers. Et ça demande du partenariat avec ce monde qu'on est en train de décrier. Ça se passe comme ça. Maintenant, il y a des stratégies, on diffère notre retour immédiat et on essaie de construire l'homme, de construire la femme, d'avoir des politiques d'éducation, et puis aussi, il faut le dire, de la stabilité et de la bonne gouvernance, parce qu'il y a des failles très très importantes en la matière. Évidemment. Quand on parle aussi de stabilité politique et sécuritaire, on va écouter un 3e extrait du discours du président de la République dans lequel il revient sur la jeunesse africaine et ce capital humain extrêmement important pour le continent. القارة الإفريقية هي المستقبل والقارة الإفريقية بغض النظر على المقومات المنجمية وغيرها. القارة الإفريقية قارة شابة، القارات الأخرى دخلت في شيخوخة، بينما القارة الإفريقية قارة تاع شباب. إذا لازم نفهم سياسيا واقتصاديا أن ما نقوم به اليوم هو لشباب إفريقيا. Sami Kaïli, président de la République, a parlé, on peut le dire sans embâche, des continents vieillissants, l'Afrique c'est l'avenir.
Et il y a aussi ce message politique du président de la République qui parle d'un continent africain qui ne devrait plus être un champ d'expérimentation des armes étrangères. C'est d'ailleurs de là que viennent les malheurs de l'Afrique, de ces conflits importés, de ces armées proxy qui interviennent et qui sévissent en Afrique. Il y a donc ce message politique aussi, pas que économique, dans le discours présidentiel aujourd'hui. Oui, et le message est très clair, c'est-à-dire que l'Afrique se distingue par une autre richesse naturelle, si je puis dire, qui est sa ressource humaine et sa jeunesse, qui représente somme toute 70% de la population du continent. Et qui dit jeunesse dit finalement avenir. Donc l'avenir appartient aux Africains, qui connaissent aussi une croissance démographique appréciable, alors que d'autres continents sont rentrés même dans une crise démographique, et ça c'est extrêmement important. Vous avez un président européen qui dit qu'il faut un réarmement démographique. Donc là, c'est dire l'importance de la démographie avant de l'économie, etc. Donc effectivement, c'est un message aussi hautement politique. Et je voulais compléter un peu les propos de M. Kaoubi qui avait parlé aussi de ce que l'Algérie a donné au continent. Il ne faut pas oublier aussi que notre pays a supprimé les dettes pour pas moins de 14 nations du continent, ce qui représente à peu près 1,5 milliard de dollars. Et là, on voit aussi cette politique algérienne qui a été directement orientée pour les intérêts suprêmes du continent sans rien attendre en retour, alors que d'autres nations sont connues pour un calcul assez égoïste, assez froid, alors que l'Algérie, c'est aussi le fruit de son histoire, de son parcours. C'est un pays qui s'est toujours battu contre les injustices. Est-ce qu'il n'y a pas plus un peu derrière tout ça? Parce que contribuer donc à effacer la dette de 14 pays, c'est aussi... C'est donner aussi une opportunité à ces pays de se lever, de se relancer, de se stabiliser et de continuer ce processus aussi d'intégration qui est assez important, car de nombreux experts sont sans appel. La suppression des barrières tarifaires dans le cadre de la ZLECAf pourrait permettre d'augmenter ces échanges intra-africains de 33% et faire sortir plus de 30 millions de personnes sur le continent de la pauvreté. Donc on voit bien comment finalement une série de mécanismes crée un rouage assez intéressant et que ça fait un peu un effet boule de neige et que des décisions politiques peuvent aussi avoir des impacts économiques directs, et c'est ce que l'Algérie essaye de faire dans sa qualité de locomotive, en tirant aussi de nombreux pays vers cette vision de l'intégration et aussi de la production nationale. Oui. Car M. Kaoubi avait parlé aussi de cet exemple en Côte d'Ivoire avec le cacao, et c'est très révélateur par rapport à une volonté aussi de tenir le continent dans une certaine soumission même économique, c'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui produit du cacao, le prix du chocolat est beaucoup plus cher que dans de nombreux pays. Ils ne mangeraient pas de chocolat parce que c'est beaucoup plus cher que, par exemple, le chocolat qu'on pourrait trouver, par exemple, dans les supermarchés en Europe. Oui. Donc ça montre comment ce pays qui produit, par exemple, des produits de chocolatier, etc., ne bénéficie même pas de sa ressource naturelle qu'elle produit. Autre élément aussi qui est important, parce qu'on avait parlé aussi de la transsaharienne, dans son discours, le président tchadien a appelé aussi à raccorder son pays, qui est un pays central au Sahel, à cette autoroute qui relie Alger au Sahel, et finalement au port méditerranéen. Donc il y a aussi cette complémentarité aussi sur le plan des infrastructures qui est aussi, je pense, essentielle à souligner. Justement, puisqu'aujourd'hui on parle d'infrastructures de plus en plus mises en place, cette volonté aussi de commercer ensemble, d'aller vers des blocs régionaux solides, peut-être de les reconstruire aussi parce que certains se sont effondrés, se sont émiettés. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de parler d'un continent africain véritablement présent dans ce système, mais ne pas seulement aller dans les conditions et il faut ceci, il faut cela. Est-ce que concrètement c'est possible? C'est concret, c'est le cas. L'Afrique commence à émerger. Nous avons
une fenêtre de tir, j'allais dire, vu le contexte international, et ça commence. C'est du réel. Et les conditions, alors je disais tout à l'heure, il faut jouer le jeu, etc. Nous avons une institution financière africaine qui donne du crédit aux Africains. Parce que quand vous avez les problèmes avec le CIRF, Afrexim Bank, et puis bon, il y a la BAD, mais Afrexim Bank c'est plus pertinent à mon avis. Donc le service de la dette en Afrique, c'est un problème. Les debt traps, je vous donne la dette et puis après je prends tout, ça veut dire je remets en cause la souveraineté, etc. Nous commençons à sortir de ça. Donc c'est du réel, c'est extraordinaire, c'est historique. Donc quand des Africains s'organisent, ils vont parler là où il y a l'argent, les plateformes, ils ramènent de l'argent pour le redistribuer selon nos valeurs en moins, au minima, c'est déjà historique, c'est un pas de géant. Donc ce n'est qu'une question de temps après. Et donc ce flottement, en tout cas international, permet à l'Afrique aujourd'hui, je pense que c'est historique, d'avoir quelque chose qui commence à émerger. Je parlais tout à l'heure du commerce, je pense que c'est la première étape. Il faut qu'on travaille pour exporter, pour qu'on échange déjà nos produits, les produits africains, il faut que ça circule. L'investissement, il va suivre et ça commence, hein, donc c'est du réel. Les 15%, tout à l'heure, M. Kaoubil disait, 15% de commerce intra-africain, il y a du pipeline aussi à l'intérieur, donc réellement c'est même moins que 15%. Et donc, de toutes les façons, je pense que c'est faire participer le privé. Donc nous avons, c'est une tradition un petit peu chez nous et puis beaucoup de pays africains, nous sommes c'est l'institutionnel, c'est la diplomatie institutionnelle, tout est institutionnel. Or que maintenant l'économie, c'est même autre chose aussi. Même en Afrique, l'Amérique latine, c'est un exemple mais un peu nuancé parce qu'il y a beaucoup il y a la gauche, la droite là-bas et c'est pas très uni, etc. L'Afrique c'est un peu différent. Exactement. Donc c'est un exemple nuancé. Mais disons que pour faire du business en Afrique, gagnant-gagnant, c'est pas que l'institutionnel, il y a le facteur humain. Nous avons une agence de coopération internationale. Nous avons cette idée d'effacer une dette, c'est bien. Moi, je pense que les Africains attendent plus que ça. C'est bien d'effacer quand c'est dramatique pour un pays, mais traitons-les comme des partenaires. Investir, faisons travailler des sociétés algériennes chez eux pour construire une école ou un hôpital. Ça permettra de faire sortir nos entreprises. Il y a déjà ce type d'investissement, notamment à travers... Nous avons des enveloppes annoncées... Des entreprises publiques, Monsieur Sessi. Il y a des entreprises publiques, oui. Exactement. Qui reliera Tindouf à Zouérat. La Mauritanie, ils ont réussi à prendre... Alors, nous, en tout cas, Algériens, quand on va en Afrique, nos concurrents, c'est des Européens et Asiatiques. Oui. Ce ne sont pas des Africains. Et les Européens et Asiatiques, ils ont derrière des fonds souverains, ils ont derrière de la capacité pour prendre des marchés publics, parce qu'il faut se positionner pour avoir un marché public. Et cette idée, si on a $1 milliard à mettre sur la table, faisons-le sous forme de fonds souverains pour permettre à nos entreprises d'aller faire des partenariats, de gagner des transactions et d'aider en même temps pour construire un dispensaire ou une école en même temps. Oui. Donc c'est peut-être froid et opportuniste, mais c'est aidant à apprendre à pêcher. Voilà. Oui. Mohamed Achir, justement, ces opportunités d'investissement, elles sont nombreuses. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ce qui a pu être dit et ce que vous avez relevé des allocutions des présidents africains et des premiers ministres, vice-présidents aussi, qui ont représenté les républiques africaines. Alors, certains, comme le président mauritanien, ont dépeint un tableau plus ou moins exhaustif des chantiers à la fois économiques et juridiques qu'a entrepris son pays et aussi le potentiel économique qu'il recèle. Le vice-président kényan a lui évoqué les différentes routes commerciales mises en place entre son pays et ses voisins. Il a parlé aussi de libération du continent, de la pauvreté et de la privation et de la peur de ce contexte international menaçant dont on parle. Le président du Conseil libyen a lui parlé de la volonté de son pays de contribuer au développement malgré ce que traverse ce pays comme
défis politiques et sécuritaires. Il compte donc participer au développement de l'intégration économique africaine. Il ambitionne aussi de faire de la Libye un carrefour commercial donc, du continent. Le président du Tchad est lui revenu sur l'importance de la ZLECAf, le potentiel économique africain qu'elle va libérer, dit-il, sans parler de la création d'emplois, un marché économique très vaste. Voilà un petit peu ce qui a ponctué ce panel présidentiel et de chefs de gouvernement ou de Premier ministre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que cela montre que la majorité des pays africains, c'est-à-dire prennent conscience. Exactement, prennent conscience justement de la nécessité de relever le défi du développement à la fois, mais aussi de la croissance et de l'intégration intra-africaine, notamment à travers le renforcement des infrastructures commerciales, les corridors commerciaux d'intégration. Il y a aussi une prise de conscience même des Africains vis-à-vis des autres blocs régionaux, c'est-à-dire en matière de négociation des investissements. Maintenant, pratiquement, tous les pays africains parlent de la logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire tous les pays africains cherchent la diversification de leur économie, la diversification de leurs exportations hors matières premières, parce que la majorité des pays africains est en quelque sorte piégée par l'exploitation des ressources naturelles, ce qu'on appelle le piège des ressources naturelles. C'était une théorie aussi. Mais aujourd'hui, il y a cette prise de conscience, c'est-à-dire ils veulent mettre en valeur leurs propres ressources naturelles localement pour créer plus de valeur ajoutée. Ils veulent diversifier et négocier gagnant-gagnant avec les puissances économiques, que ce soit asiatiques ou occidentales. Mais fondamentalement, on revient toujours à ce qu'elle a souligné le président de la République, cette nécessité d'avoir une prise de conscience collective dans un contexte menaçant. Et quand on parle de ça, il parle aussi indirectement de la nécessité d'avoir une décision africaine souveraine. Oui. Sans décision politique, économique, africaine souveraine, l'Afrique ne pourrait pas se relever. Parce que quand on parle de l'Asie, l'Asie n'a pas subi l'esclavage, et puis n'a pas subi la néocolonisation. Oui. Et puis il y a eu un mécanisme de solidarité entre les Asiatiques. Mais l'Afrique reste toujours émiettée. L'Afrique, d'ailleurs on parle de l'Afrique au pluriel, il y a plusieurs Afriques, plusieurs logiques, plusieurs systèmes, etc. Mais il y a plusieurs dépendances à ce jour. On voit comme le nombre de conflits armés actuellement en Afrique, des conflits politiques, des frontières. Même le rapport de l'Occident avec l'Asie n'est pas le même. N'est pas le même. Qu'avec l'Afrique. Donc, on revient à une question cardinale, c'est la souveraineté politique des pays africains, la construction des États et des institutions africains, des États dignes de ce nom, des États souverains. Donc, je pense. C'est vrai, les logiques privées, il faut y aller au marché, il faut des entreprises privées, etc. C'est vrai, c'est normal, mais il faut commencer par le commencement. L'Asie, comme exemple, si on étudie que ce soit la Chine, la Corée du Sud, c'est deux exemples, même les dragons et les tigres, l'Indonésie, le Singapour, etc. Pratiquement, les économistes sont unanimes par rapport à un point cardinal du développement de ces pays. C'est une politique, ce qu'on appelle l'État stratège, c'est-à-dire une politique développementaliste. Il y a eu une stratégie, une vision de l'État. Après, bien sûr, en intégrant progressivement des logiques privées. Mais la stratégie, la vision, elle est là. Donc l'Afrique doit avoir une vision. Alors on a moins de 5 minutes pour conclure, M. Kaoubi et Sami Kaïdi. Il y a ce salon de l'industrie automobile africaine dans lequel le potentiel justement de la construction automobile et des chaînes d'approvisionnement africaines seront mises en valeur, seront exposées. Donc il y a, on parlait de commencer par le bas, il y a aujourd'hui du potentiel même dans les industries importantes, lourdes comme l'industrie automobile. Et c'est un exemple aujourd'hui, un des secteurs clés que l'Afrique peut mettre en valeur.
Oui, au moins pour que les matières premières soient transformées ici. Donc il faudra rappeler que l'automobile, c'est beaucoup de recherche actuellement. Et les grands constructeurs sont spécialisés dans la recherche et le développement et dans le marketing principalement, donc leur métier. Maintenant, il y a de l'acier en Afrique, il y a beaucoup de polymères et puis il y a de la main-d'œuvre. Au moins que par rapport à ça, il faut que ces trois éléments puissent être exploités pour servir d'intégration. Et c'est la même chose pour les autres. Mais maintenant, pour revenir donc ce que disait Hachette, donc un État fort ne peut pas avoir une économie de marché et des logiques privées sans État fort. Ça c'est clair. Et puis les logiques sont systémiques. Il n'y a pas de séquencement. Il faut que les choses soient actionnées en même temps. Tout est question de synergie et de rythme. Et là, le président de la République l'a dit qu'il y a danger aussi. Hein. Donc, ce n'est pas pour être pessimiste, mais pour voir la réalité telle qu'elle est. Les espaces se rétrécissent et les concurrents se multiplient. Oui. Donc, ce qui fait que la concurrence est rude. Maintenant, soit on accepte ce statut de fournisseur de matières premières et de consommateur de produits. L'Algérie, déjà, par exemple, elle refuse ce statut. Oui, elle refuse, mais là, il y a une stratégie qui a été mise en place. Oui. Il y a une vision. Et maintenant, il reste de régler la machine, de créer des synergies. Oui. Et surtout. Il y a beaucoup plus que ça, des exemples, M. Kaoubi, en Afrique. Tout cela, il y a des exemples en Afrique, de plus en plus de pays africains qui refusent très bons exemples. D'exporter directement la matière première. Rapidement, pour donner la parole à Sam. Maurice, par exemple, dans le domaine des fintech. C'est incroyable la transformation. Le Kenya aussi. Donc il y a des cas qui sont là pour prouver que si on met en place de la stabilité, de la bonne gouvernance et beaucoup de travail et des stratégies. Donc, et la stratégie, c'est le moyen et le long terme. Ce n'est pas l'immédiat. L'Afrique a été victime des logiques rentières et des logiques immédiates. Il faut que ce parti laisse la place à autre chose. Sami Kaidi, pour conclure sur cette question justement, et puis sur les panels. Hein. Voilà, donc il y a eu des panels assez divers et variés. Mais non, le panel présidentiel, le panel de haut niveau, ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retenu en tout cas. Ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a eu un cap qui a été fixé aujourd'hui lors de cette ouverture de cette 4e édition. Il y a l'impérieuse nécessité de la diversification des financements et des bailleurs de fonds. Il y a aussi cette importance de la notation, avec en l'occurrence les agences de notation africaines, mais également le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est aussi assez stratégique pour le continent. Et puis, autre point qui est aussi important, c'est la jeunesse comme fer de lance du développement africain. Donc, en somme, on peut dire que c'est un peu aux problèmes africains, des solutions africaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura également la tenue d'un sommet des diasporas et des événements culturels. Voilà, donc c'est-à-dire que tout est fait aussi pour que cette jeunesse prenne les rênes du développement de son continent et relève les défis d'aujourd'hui, mais également de demain. Exact. Merci beaucoup, Sami Kaidi. Je vous remercie d'avoir aidé celle-ci. Je rappelle que vous êtes expert de la régulation financière et bancaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos consultants, Mahmoud Kaoubi, Sami Kaidi et Mohamed Hachir. Mohamed Hachir qui a travaillé toute la journée aujourd'hui, un petit peu fatigué. Mais merci d'être venu. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.